la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Pourquoi est-ce que je pense que Cisco Corporation vaut en date d'aujourd'hui 57 dollars l'action? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. D'accord? Donc, nous avons ici en présence un dividende aristocrate. C'est une très belle entreprise. OK? Qu'est-ce qu'elle fait généralement? Si vous avez déjà eu un restaurant ou bien une chaîne de restaurants, sachez que Cisco Corporation, c'est la personne chez qui se fournissent la plupart des grands restaurants, d'accord? La plupart des grandes chaînes de restaurants. Donc, que vous voulez acheter des pâtes, de la tomate, de l'huile, du détergent, disons, du poisson, vous passez par Cisco. Moi, j'aime bien le business des distributeurs. D'accord? C'est très facile à comprendre. Il y a des distributeurs pour tout, que ce soit dans le secteur industriel, on les appelle généralement les MRO, que ce soit pour le secteur ici, voilà, de la tech, d'accord? Notamment, il y a des compagnies comme Avnet, d'accord? Je sais qu'on n'en a pas encore parlé. Donc, si ça vous intéresse, allez-y regarder à quoi ressemble cette compagnie. Si c'est AVNT, les PER sont généralement très bas parce que c'est tout à fait normal, d'accord? Donc, c'est Avnet. Avnet ici, d'accord, allez-y regarder cette compagnie-là, peut-être qu'on va en parler, même pas peut-être, on va en parler certainement. Bref, on revient sur Cisco Corporation. Comme je vous l'ai dit, je pense que cette compagnie-ci vaut 57 dollars à l'action. Comment est-ce que j'arrive à cette conclusion-là? Simple, ok? Premièrement, je recherche ici la stabilité ou la croissance des revenus. Ici, je remarque que nous avons des revenus stables et croissants avec le temps. J'aime bien ça, ok? Les revenus sont stables et croissants, c'est bien, mais la croissance des revenus est due à quoi? Est-ce que c'est par acquisition, manière organique? Je peux déjà vous dire que c'est un mix des deux. Acquisition et manière organique, donc ça dit qu'on fait des acquisitions ici et on a également de la croissance ici à l'interne, d'accord? Donc on prend de plus en plus des parts de marché, ok? Ou bien le marché dans lequel on exerce devient de plus en plus grand, d'accord? En date d'aujourd'hui, c'est une entreprise qui a à peu près 71 milliards de revenus. On va regarder ici, les analystes attendent à peu près à voir combien en termes de revenus l'année prochaine dans un environnement normal. On s'attend à peu près à 77 milliards. Donc, j'ai marqué 77 milliards ici. Donc, c'est en termes de prévision. Il y a de la croissance ici, mais comme je l'ai dit ici, on a déjà estimé la croissance au moins pour l'année à venir. Et comme je l'ai dit, pour une compagnie de croissance, on peut faire l'acheter à un prix qui n'inclut pas la croissance. Donc, quand on regarde ici la croissance sur les 10 dernières années, nous avons à peu près aux alentours de 5% de croissance. Sur les 5 dernières années, nous avons 4%, à peu près 4-5% de croissance par là, parce que n'oubliez pas que la pandémie étant passée par là, on pourrait également avoir quelque chose de plus élevé que ça. Donc, je pourrais dire qu'on est en moyenne à 5%. OK? Donc, n'allez pas regarder juste pour les 2 dernières années, vous allez vous dire que, oh ouais, on a fait 20%. Attention, attention, attention. La pandémie est passée par là. OK? Donc, généralement, il faut comparer la croissance par rapport aux revenus de, disons, 2019. Et vous allez, de 2019 à aujourd'hui, quelle croissance de revenus, quel est le taux de croissance qu'on a ici. Donc, ici, on mettra 5%, mais à titre d'information, vous savez que c'est 5%. Maintenant, en termes de free cash flow moyen, quel est le free cash flow moyen qu'on va prendre ici en date d'aujourd'hui? Simple, on va d'abord regarder est-ce que les free cash flow et les net income parlent le même langage? Parce qu'on n'aimerait pas une entreprise ici qui a des net income et des free cash flow qui vont dans le même sens. Et s'il y a une différence, on essaie de comprendre pourquoi. Donc ici, quand je prends les free cash flow et les net income, qu'est-ce que j'observe? J'observe qu'on va à peu près dans le même sens. Oui, vous allez me dire que oui, mais il y a beaucoup de zigzags. Comment est-ce que tu observes ça? Alors, quand je regarde cette compagnie ici, je regarde ici que à cette période, entre 2015 et à peu près 2021, on a une augmentation des bénéfices nets ici. Pourtant, les free cash flow sont stables. OK? Quand on prend ici la grosse variation qu'on a eu ici en 2020, les free cash flow sont toujours restés stables. Vous voyez que les free cash flow restent à un niveau de 1 milliard et poussière par là. Donc actuellement, nous sommes un tout petit peu en berne, mais quand on regarde, on parle à peu près le même langage. Je pourrais les prendre ici, bon, disons, prenons-les par accumulation ici. Donc, on va les prendre ici, accumulative. Donc, je prends ici net income cumulative, free cash flow cumulé ici, d'accord? Donc, on va voir ça, voilà. Donc, vous voyez qu'on parle le même langage. Si on prend ici les 20 dernières années, les free cash flow sont au niveau de 79 milliards et les net income sont au niveau de 79 milliards. Sur les 10 dernières années, 49, 39. Donc il y a une différence de 10 milliards ici entre les deux. Mais ça, c'est sur les 10 dernières années. D'accord? Sur les 5 dernières années, on a 20, 27. N'oubliez pas également qu'il y a eu une grosse variation en 2021. Donc, on a à peu près quelque chose qui pourrait être largement dans le même sens. OK? Donc, moi, je prends ici que les net income et les free cash flow vont dans le même sens. OK? C'est ce que moi, je pense. OK? Donc, on prend ça. Je prends maintenant la marge de net income, d'accord? Marge de net income. Si vous allez me dire, oui, mais les marges sont trop petites, etc. Les distributeurs, c'est comme ça. C'est pas parce que vous avez une grosse marge que vous êtes forcément une meilleure entreprise. Attention, ici, au niveau des distributeurs, il faut être le plus efficient possible. C'est la même chose avec les marques Kesson. Elles ont des marges, les marges, c'est très, très bas, d'accord? Mais à la fin de la journée, le retour sur investissement par rapport au capital investi est généralement à un niveau assez élevé. Je pense ici, on est à 10-15% ici. Ce qui n'est pas mal non plus. Mais c'est la distribution, ce sont les marges dans le secteur. Si vous voyez des marges de 20% ici, fuyez rapidement parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, en termes de marge ici, qu'est-ce qu'on observe?
Alors, ici, nous avons une médiane aux alentours de 2,65% sur les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années, nous avons à peu près 2%. Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près 2%. Donc, qu'est-ce que je devrais prendre normalement ici? Est-ce que je prends les 20 dernières années, les 5 dernières années? Alors, ce que je prends généralement ici, je prends également les marges par rapport au trimestre précédent, donc en fonction des trimestres. Et on observe ici qu'on est à peu près à 2,59% sur les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années, on est aux alentours de combien? Donc, est-ce que ça me donner l'information ici? Bon, il semble-t-il qu'il boude un tout petit peu ici, donc 2,59%. Donc, je prendrai ici 2,59% sur les 20 dernières années, d'accord? Donc, on voit ici qu'au dernier trimestre, on a tapé les 2,59%, ok? Donc, 2,59%. En termes de dette nette, qu'est-ce qu'on a ici? En termes de dette nette, nous avons une dette nette aux alentours de 11 milliards. Ok, la dette nette a drastiquement augmenté entre 2015 et aujourd'hui. Semble-t-il qu'on a fait également des acquisitions à partir de cette période-là. Donc, nous avons 11 milliards de dette nette. Ok, en termes de net income, en termes de nombre d'actions ici, qu'est-ce qu'on observe? Est-ce que nous avons une entreprise qui rachète massivement ses actions ici? Oui, nous avons à peu près ici 510 millions d'actions. Donc, j'ai mis ici 511 millions d'actions pour faire simple. Et maintenant, en termes de enfin, après le nombre d'actions ici, qu'est-ce qu'on doit jamais observer? Les PER, d'accord? Donc, comme d'habitude, le PER, c'est un rendement. Quel est le PER moyen ici que l'industrie paye généralement pour ce genre de compagnie ici? On va voir ça ici. Attention, sachez que la grosse variation ici, c'est parce qu'il y a eu ici la pandémie, donc il y avait des PER, des net income de zéro. Pourtant, les free cash flow étaient positifs. C'est pour ça que généralement, faites attention au PER du moment. En fait, le PER est important quand vous le regardez sur une longue durée de temps et quand vous posez la question de savoir est-ce qu'on a les mêmes bénéfices nets que précédemment. Donc, si on a des PER très élevés alors qu'on avait les mêmes bénéfices nets que précédemment, on a sans doute une entreprise qui est très élevée, d'accord? Et une entreprise qui est surévaluée. Si on a des PER très élevés alors qu'on a des bénéfices nets qui sont en berne et qui sont moins élevés que précédemment parce qu'il y a une situation spéciale, là, on a peut-être une occasion. Il faut vraiment aller regarder plus en profondeur, d'accord? Donc, il ne faut pas juste se limiter au PER. Donc, ici, en moyenne, le marché paye combien? Donc, j'essaie de le normaliser ici, donc à peu près 27. Donc, on va mettre ici, le marché paye combien en moyenne pour cette compagnie-ci? C'est pour ça que j'aime prendre la médiane. Vous allez voir que si je prends la médiane et la moyenne, si je prends la moyenne ici, la moyenne va, voilà, sur une longue période de temps, on a à peu près le même discours. Sur une 20 dernières années, 10 dernières années, et si je prends les 5 dernières années, vous voyez que la moyenne a tendance à être plus élevée. Mais c'est la médiane qui m'intéresse ici. Ok, en médiane ici, le marché paye 26 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, il paye à peu près 23 fois les bénéfices. Et quand je prends une longue période de temps, on paye 20 fois les bénéfices, d'accord? Sur la médiane, je prendrai 20 fois les bénéfices, d'accord? Donc, je prends ici 20, 22, 25. On va le faire comme ça. Donc, même si on paye le 25 fois les bénéfices ici, voilà, faites attention, ça prend généralement avec des pincettes. Surtout que on a bien vérifié ici que les free cash flow ont tendance à être un tout petit peu légèrement plus élevés que les net income. Donc, si on prend ici les price to free cash flow, d'accord? Donc, price to free cash flow, juste pour prendre l'information ici. Voilà, on va prendre ça sur les 20 dernières années ici. On prend ça, 20 dernières années, nous avons 25 fois les bénéfices, les free cash flow, 10 dernières années, 23 fois les free cash flow, 5 dernières années, 25 fois les free cash flow. Ok, donc je prends 20, 22, 25 en termes de PER. Ok, donc avec une préférence pour 20 fois les bénéfices. Donc, une fois, je viens ici, je prends mes 20, d'accord, 22, d'accord, et 25. Ok, donc rappelez-vous, on a 2,59%. 2,59% de 77 milliards, c'est combien? 7,7, d'accord, multiplié ici par 0,0259, ça donne au total 1 milliard 994, d'accord? Donc je prends ici 2 milliards pour arrondir. Donc 2 milliards ici multiplié par 20 fois les bénéfices, moi la dette nette, d'accord? La dette nette ici est genre de 11 milliards 11 milliards 100 millions, d'accord? Donc on prend ici c'est 11 milliards 100 millions, d'accord? Donc c'est correct, c'est à peu près la même chose ici, ça ne dérange pas. Donc le nombre d'actions ici c'est de 506 millions d'actions, alors qu'on a 511 ici, ça ne dérange pas non plus, ça reste une estimation, donc on ne s'éloigne pas trop de la valeur. On ne cherche pas la précision, d'accord? Parce que la valeur d'une entreprise ici, c'est un intervalle, d'accord? Entre ça paye que 60 et 77, vous êtes dans la même tendance, d'accord? Vous savez qu'ok, je ne paierai pas plus de 60 dollars l'action. Au pire des cas, 77, ça pourrait être assez élevé, mais selon telle condition, d'accord? So, ici, à 20 fois les bénéfices, 57 dollars l'action. À 22 fois les bénéfices, 65 dollars l'action. Et à 25 fois les bénéfices, 76 dollars l'action. Donc, on se dira qu'en date d'aujourd'hui, voilà, à 25 fois les bénéfices, l'entreprise serait correctement évaluée. Mais moi, je pense que voilà, en date d'aujourd'hui, on est légèrement surévalué par rapport à ce que le marché a l'habitude de payer. OK? Mais attention, en termes de dividendes présentement, vu que c'est une compagnie qui distribue un dividende, nous avons à peu près 2 milliards, 2 milliards de possibilités ici en termes de free cash flow. D'accord? 2 milliards par rapport à la capitalisation boursière actuelle qui est de 38 milliards, qui est de 38,74. D'accord? Ça nous donne ici au total 5% de rendement. Donc, si cette entreprise prend
la totalité de ses free cash flow moyens et vous donne ça en termes de dividendes, vous aurez en termes de dividendes tout en gardant le même niveau de revenu, le même niveau de marge et le même niveau d'endettement. Ici, nous aurons à peu près un rendement de 5%. D'accord? Aujourd'hui, nous avons un rendement du dividende ici de 2,56%. Donc, il y a de fortes chances que ce dividende-ci continue à croître parce que le plafond de verre ici est aux alentours de 5%. OK? On peut le voir ici en termes de croissance. Donc, il y a de fortes chances que ça continue. C'est également une entreprise qui rachète ses actions. Donc, n'oubliez pas que c'est le shareholder yield qui doit également être pris en considération ici. OK? Donc, en moyenne, ici, voilà, quand on regarde le shareholder yield, il ne varie pas si... En tout cas, sur les derniers mois ici, c'est pas très exceptionnel, mais parfois, on vous distribue en totalité de 9%. Donc, ça dit que par rapport au prix ici, c'est du 9% de rendement si on vous avait distribué uniquement les free cash flow, donc l'argent qu'on a utilisé pour payer les dividendes et pour payer la dette ici. OK? Enfin, pour payer le dividende et pour racheter des actions plutôt. Donc, en date d'aujourd'hui, je vous dirais que cette compagnie-ci, au pire des cas, donc je dis que voilà, dans le meilleur des cas, on va le dire comme ça, est correctement évalué, sinon légèrement surévalué. OK? Donc, la valeur va se situer entre 55 $, entre 57 $ et 76 $ ici. D'accord? Dans ce range de valeur-là. En tout cas, dans les conditions actuelles. OK? So, ça reste une belle entreprise. Si on réussit à l'avoir ici aux alentours ici de, je pense, voilà, de 57 $ l'action, donc ça fera ici 2 divisé par 29, ça donne ici au total 7% de rendement. Donc si on arrive à la choper ici à 57 $ l'action, ça pourrait être intéressant, d'accord? Sinon, idéalement, dans le meilleur des mondes, d'accord? Donc quand on prend ici le 28, donnez-moi juste un instant. Donc, quand on prend ici 2 milliards ici, donc si on arrive à l'avoir ici 28, donc ouais, idéalement, ça pourrait être assez intéressant ici. Sinon, si on va plus bas que ça, tant mieux. Mais en tout cas, en date d'aujourd'hui, je pense qu'on aura peut-être une meilleure opportunité d'investissement sur le marché en général. Mais ça reste une très belle entreprise à avoir en portefeuille et qui est facile à comprendre. OK? So, moi, je dirais si quelqu'un paye 77 $ pour le prix actuel, il ne surpaye pas. Voilà, c'est correct, ok, sans plus. Donc voilà. Mais en termes de dividendes, ici, il y a des entreprises qui pourraient vous reverser un meilleur dividende ici pour, voilà, pour à peu près une qualité équivalente. D'accord? So, je pense que la patience est de rigueur ici, mais ça reste une très très belle entreprise à avoir dans sa watchlist, comme d'ailleurs toutes les entreprises qui sont parmi les dividendes aristocrates. D'accord? So, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.